Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, comment distinguer une métrique euclidienne d'une métrique riemannienne? Pour ça, définissons d'abord plus précisément ce qu'on entend par métrique euclidienne. On a vu précédemment que tout espace euclidien admet des bases orthonormées telles que JJ égale delta IJ. Par définition, on dira qu'une métrique d'un espace est euclidienne lorsque tout tenseur fondamental de cet espace peut être ramené par un changement de coordonnées approprié à une forme telle que GIJ égale delta IJ. Ainsi, les tenseurs fondamentaux qu'on a vus dans les exemples d'espaces riemanniens précédents ne peuvent pas être ramenés à un tenseur euclidien. On va voir les conditions nécessaires que doivent vérifier les GIJ pour constituer les composants d'un tenseur fondamental euclidien. La définition des espaces riemanniens, où on définit de manière quasi arbitraire les GIJ, montre que l'espace euclidien est un cas très particulier de ces espaces. Une métrique riemannienne est une métrique euclidienne si le tenseur fondamental GJ que l'on se donne a priori peut être ramené par un changement approprié de coordonnées à la forme telle que JJ égale delta IJ. Il n'existe donc qu'un seul espace euclidien. Tandis qu'on peut inventer une infinité d'espaces riemanniens. Si l'on se donne un élément linéaire quelconque, il n'existe pas, en général, un système de coordonnées YI qui confère à l'espace euclidien la métrique définie par cet élément linéaire. Arbitraire. Alors, pour qu'il existe un tel système de coordonnées, il faut qu'on puisse déterminer les coordonnées rectangulaires des variables M rapportées à des axes fixes et les projections des vecteurs de base EI du repère naturel de manière à avoir les relations dm égale, que je ne dise pas de bêtises, dyi EI et dei égale oméga ik EK. On a vu précédemment qu'on pouvait localiser tous les repères naturels m'E'I, infiniment voisins d'un repère naturel MEI, par rapport à ce dernier. Et c'est ce qu'on a fait en déterminant les n-cubes symboles de Christoffel à partir des quantités JJ. On peut dire que l'espace euclidien est reconstruit au voisinage de l'origine du repère M, du repère MEI. Or, les conditions pour que les équations soient intégrables sont vérifiées puisqu'elles ont précisément été utilisées pour calculer les symboles de Christoffel. Cherchons à présent les conditions pour que ces équations soient intégrables. Alors celles-ci se présentent comme des conditions pour que le problème précédent d'intégrabilité de ces équations soit possible, puisque la deuxième relation, ici, a déjà été utilisée pour calculer les symboles de Christoffel. Cette relation nous donne que dkei est égal à gamma kji EJ.
Et les conditions d'intégrabilité nécessitent, nous l'avions vu, que les dérivées secondes dki de j soient égales lorsqu'on intervertit l'ordre des dérivations. De manière générale, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais c'était une condition nécessaire pour le calcul que nous avions fait. La dérivée de l'expression ici nous donne dl dkei égale dl gamma k ji ej égale dl gamma kji plus gamma kmi fois gamma ljm. Donc là, on itère cette relation-là, hein, fois ej. On obtient de même, avec, en intervertissant l'ordre, dk dl ei égale dk gamma lji ej égale dk gamma lji plus gamma lmi gamma kjm ej. On a donc simplement interverti l'ordre des indices. Si on veut l'égalité des dérivées secondes, il faut que les deux relations soient égales, et donc ça nous donne, pour chaque ej, ça nous donne dl gamma kji moins dk gamma lji plus gamma k mi gamma ljm moins gamma lmi gamma kjm égale 0. Si on remplace dans cette relation, ça donne quelque chose d'assez lourd. Les gamma kji par leur valeur en fonction des jij, on obtient une condition nécessaire auxquelles doivent satisfaire les fonctions gij des u1, un coordonnées, que l'on se donne a priori dans un élément linéaire pour pouvoir représenter les composants d'un tenseur fondamental euclidien. Ça donne quelque chose de plus lourd, mais au moins bon, on a une condition. On verra des conditions plus simples par après, quand on parlera de courbure, etc. Donc voilà pour cette relation entre espace euclidien et espace riemanien. Et dans la prochaine vidéo, nous allons passer aux propriétés géométriques que décrit un espace riemanien. Je vous remercie.